Chronique d'avril. Sous un soleil explosif, à défaut d'être éclatant. Une lumière de plomb. Une chaleur écrasante, mais au moins il fait chaud. Tout a fleuri. Le lamier pourpre, disons rose, avec ses délicieuses petites feuilles de 2 couleurs. Les pissenlits, bien évidemment, là où il y en a, et toute cette petite flore de montagne. Tapis de fleurs, là où l'herbe rase broutée par les moutons de longue date ne pousse pas très haut. Les fleurs non plus ne poussent pas haut. Des petites fleurs rose mauve à 5 pétales, au ras du sol. Semis de fleurs, tapis moelleux, comme c'est joli. Le muscari précoce, cette petite liliacée sur sa tige aqueuse, cette petite grappe bleue. Il y en a encore partout. Et l'élébore puante finit de fleurir. Songe à grainer. Elle y songe depuis un moment déjà. Je viens de terminer le repas dominical sur sa nappe blanche avec sa goutte de vin. Enfin, sa goutte, c'est peu dire. Ou beaucoup, c'est 2 ou 3 petits verres. Un petit verre gravé. J'adore les verres gravés. Je les trouve dans les brocantes. Un petit verre à pied. Oui, tout petit, c'est plutôt un verre à apéritif. Comme ça, je me resserre 2 ou 3 fois. Mais en réalité, je ne bois qu'un verre. Coupé d'eau assez souvent. Mais là, pour faire honneur aux vignerons de Raziguères, je l'ai bu pur. Raziguères, c'est aussi au pied de la Montagna. Enfin, je dis aussi. D'abord, ici, je ne suis pas au pied de la Montagna, je suis dans la Montagna. Sinon, au sommet, disons bien avancé. Raziguères, c'est dans les Pyrénées. Pas moi. Là-bas, il y a de la vigne. C'est sec. C'est sec comme un coup de trique, comme disait ma mère. Sec comme un sarment de vigne. Un vin rouge, typé. Purée, je savais même pas qu'ils faisaient du vin dans les Pyrénées, avant de le goûter. Mais je suis convaincue. Il y a des terres qui s'étendent un peu par-ci, un peu par-là, ça va jusqu'au Muscat. Muscat de Rivesaltes, ça vous dit quelque chose? C'est cité dans Cyrano de Bergerac. Rivesaltes? Halte. Un vin doux. Doux? Eh ben, des Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire des Pyrénées-Maritimes. Et à l'époque, paraît-il, c'est-à-dire avant la deuxième ou juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tous les mineurs du Nord et de l'Est qui buvaient le muscat. Oui, leur journée de congé, il a passé à se pinter au muscat, au vin sucré. Et puis, les mines se sont arrêtées, les mineurs ont été recyclés dans autre chose, chair à industrie, chair à canon, qu'importe, de toute façon. C'est de la piétaille de ruches et de fourmilières, tout ça. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait, hélas. Et cette tradition du muscat s'est perdue. Donc les volumes de muscats exportés n'étaient plus au rendez-vous, comme on dit en excellent français footballistique. Et les vignerons des Pyrénées-Orientales ont dû se recycler. Moins de vin doux, de vin de dame, de vin de mineur. Non, mineur, homme, adulte, mec qui bosse dans les mines. Mec qui bosse et qui vit pas très vieux après. Pas seulement à cause du muscat d'ailleurs. Vous entendez les oiseaux? Vous les entendez là? C'est pas qu'il y en ait tant que ça, il y a surtout des mésanges. Mais bon, ils sont là. Et puis depuis hier, nous avons 3 poules. Nous étions à la foire hier. La foire, c'est encore vraiment beaucoup dire. C'est étrange. Sous ce ciel de plus en plus strié, Oao et moi, nous levons la tête, nous écarquillons les yeux. Oh, celui-là, regarde, dans la trace du précédent. Et un moment plus tard, encore plus étrange, un avion dans l'alignement pile du soleil. Enfin, comment dire, la trajectoire dans l'alignement du rayon solaire. Où que soit et quoi que soit le soleil, bien évidemment. C'est-à-dire que il se déplaçait dans la trace de sa propre ombre. Exactement. Trajectoire rectiligne dans la trajectoire de sa propre ombre. C'était vraiment saisissant. Nous regardons, nous écarquillons les yeux. Nous ne nous gênons pas, même si nous modérons nos propos. Et les gens nous regardent, enfin ceux qui nous regardent, enfin ceux qui sont encore capables de regarder quelque chose, non, ils ne lèvent pas la tête, ils nous regardent avec un regard très 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 vaguement hostile. Un peu comme dans ces films où
où les personnages qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes sont facilement hackés, c'est-à-dire piratés en bon français, par les entités qui les contrôlent. Et les entités qui les contrôlent sont essentiellement des représentants de l'esprit de ruche. Donc, ces personnages non conscients d'eux-mêmes deviennent les relais de l'esprit de ruche et regardent de façon hostile les héros du film, généralement, ceux qui se réveillent. On a ça dans Matrix, on a ça dans Control Factor, on a ça dans The Box, on a ça dans plein de films, en réalité. Et nous le constatons tous de jour en jour, bien évidemment. Tous ces injectés au poison technologique. Non, je ne veux pas parler de vaccinage, je veux parler d'une façon plus générale. Tous ces gens injectés mentalement, moralement, spirituellement, énergétiquement, physiologiquement, avec des tas de choses qui les font se comporter d'une façon conforme, normée. Pas un ne lève la tête pour voir ce que nous regardons. J'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi ? Oui, ça aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils vont voir. Ils vont voir quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Quoi que ce soit. Mais ça me fait bizarre parce que même si je le savais déjà, bien évidemment, je ne l'avais pas expérimenté à ce point. C'est-à-dire que dans ma bien heureuse province de l'Allier, enfin région de la province ou province de la région, enfin localisation géographique assez contrôlée, si j'ose dire, restreinte, je trouvais toujours des gens à qui parler de ces phénomènes plus ou moins naturels et météorologiques. Et ici, à part Oahu et un frère spirituel que nous venons de rencontrer d'ailleurs, eh bien, il n'y a à l'horizon plat absolument personne avec qui parler. Donc, pas étonnant que nous nous sentions bien en étant relativement, ou même carrément relativement, ou pas relativement du tout, isolés. Isolés. Ça veut dire sur une île. Oui. Isola. Vous connaissez Isola 2000 ? Isola n'est pas une île, c'est un petit village de montagne. Non, Isola n'est pas une station de ski. C'est le village factice construit à proximité qui est une station de ski. Mais Isola, c'est une petite bourgade. Enfin, c'était. Maintenant, je pense que ça doit plus être grand-chose. C'est un nom italien. C'est la frontière. Les Alpes, bien sûr. J'en étais où ? Ah oui, nous sommes allés à la foire, comme de larrons en foire. Alors, c'est une foire agricole ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'il y avait deux femmes qui vendaient des poules. Non, je plaisante pas. Non, l'une des deux est une Belge, c'est-à-dire elle n'est pas du tout d'ici. J'ai rien contre les Belges. Les Belges ont fui un pays où il n'y a plus de paysage, donc c'est compréhensible. Et quand ce sont des agriculteurs, de véritables paysans, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer des Pays-Bas et de Belgique de véritables paysans, parce qu'ici, les gens ne s'y intéressent plus trop, faut le dire. En tout cas, la Belge avait des poules, des poulets, des poussins, non, pas de canards, pas de pintade, mais des marrons d'Inde, non, ça s'appelle comment, des œillets d'Inde, des cochons d'Inde, voilà, c'est ça, et des lapins. Voilà pour les bestiaux. Non, mais je vous demande un peu. Non, mais il paraît qu'en septembre, la foire est plus importante. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le gars qui nous a emmenés en stop était lui-même exposant. Il emmenait son fils quelque part. Oui, parce que c'est au bout de nulle part, cette petite foire, quand même. Et il dit, oui, on essaie de maintenir quelques personnes qui vendent des bestiaux, mais en fait, maintenant, toutes les ventes ont lieu tout à fait différemment, hein, entre professionnels. Vous savez, il y a les professionnels et les non-professionnels. C'est un peu comme les jeunes, les vieux, les vaccinés, les non-vaccinés, les autochtones, les importés. Enfin, il y a comme ça des sectorisations de toutes les manières possibles. Dimensionnelles, des sectorisations dimensionnelles dans le temps, dans l'espace, dans la professionnalisation. On essaie de nous faire nous identifier à des choses que nous ne sommes que très temporairement, ou notre origine, ou notre sexe, notre âge, enfin bon, bref. Et tout ça pour dire que c'est très très artificiel et qu'ils essayent de maintenir un semblant de foire agricole, mais ça n'a plus rien d'une foire agricole. En attendant, nous avons trouvé quelques poules. Elles étaient tellement chères que nous n'en avons pris que deux jeunes poules
et un petit poulet, c'est une petite poule, toute petite, pas un poussin, un truc entre les deux. Puis il y avait des poules de réforme aussi. Alors celle-ci était moins bien présentée dans le cul d'une camionnette, là, dans un grillage. Il y a un peu de la plume partout, ça faisait pas très envie. Mais celle-ci était dans un enclos absolument immense, quoique pas très haut, il fallait y rentrer à quatre pattes. Enfin, pas moi, mais l'éleveuse de poules. Une jeune femme absolument charmante qui portait une robe par-dessus un jean et des kickers. Vous voyez le style, c'est un peu bobo retourné à la campagne. Mais moi, j'aime beaucoup. Bah, des chaussures en cuir, une petite robe, donc c'était féminin. Puis un petit pull par-dessus la robe parce qu'il faisait froid. De ces robes, ça parlera sans doute à ces dames, qu'on trouve, comment dire, je crois que c'était dans les rouges, avec un motif, non pas imprimé, mais cousu, de cercles, en 2 couleurs. Et ça, c'est des fringues qu'on trouve, comment dire, dans les festivals, les éco-festivals, tout ça, les gens qui font du textile un peu éthique, tout ça. Pas forcément des trucs faits en Inde ou en Népal avec des cotons de très faible qualité, mais un peu des créations comme ça, souvent dans les couleurs rouges ou vert émeraude ou alors rouge feu, tout ça. Et c'est très très typique. C'est presque des uniformes en fait. Mais c'est un uniforme que j'aime bien. En tout cas, on reconnaît le personnage. Bref, elle avait de très belles poules, des jeunes poules prêtes à pondre. Alors, il y en a une grise qu'elle appelle Bleu de France. Alors, elle n'est pas bleue, elle est grise. Mais d'un gris peut-être avec des reflets bleutés. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment remarqué, mais enfin très belle. Et une autre à peine plus petite qu'elle appelle Noire. Alors, elle n'est pas noire non plus. La base est noire, mais les plumes, surtout autour de la collerette, mais un petit peu partout, sont bordées d'une couleur fauve. Donc, plumes de feu, en fait. Couleur feu, noir et feu. Et puis gris, d'un beau gris, un gris froid, beau gris soutenu. Et puis la petite poulette, elle s'appelle Grise aussi, mais sa collerette a des tons couleur de feu aussi, donc gris et feu. Voilà 3 très très belles poules, parce que je me dis tant qu'à avoir des poules, il faut que ce soit aussi décoratif. Figurez-vous que pas très loin de chez nous, bien que beaucoup plus bas dans la montagne, mais toujours dans la montagne malgré tout, il y a une petite exploitation, une châtaigneraie, et ils ont des pans. Alors les femelles, une ponne, les poules pans, sont étaient ce jour-là dans un enclos. Il y en a une blanche, et puis l'autre, je ne me souviens plus. Et le mâle, vous connaissez bleu pan, quoi, ce bleu électrique absolument fantasmagorique. Et il faisait la roue comme ça, et c'était extraordinaire. Léon, 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 Léon. Oh, c'était magnifique. Un petit coup de lumière sur ce plumage, c'est inénarrable. Ça veut dire qu'il ne peut pas être narré. C'est ineffable, comme dirait Lovecraft. On ne peut pas, je sais pas, peut-être qu'on ne peut pas fabuler. Enfin, ineffable, c'est inimaginable. Parce que Lovecraft, c'est toujours superlatif. Hyperlatif, même. Je me permettrais un barbarisme néologique. Hyperlatif, c'est tellement superlatif que c'est superlatif. Pas laxatif, mais avec Lovecraft, on n'est pas très loin. Tellement il en fait trop, ça sort par où ça peut. En tout cas, les petites poules, on les a ramenées comme on était allé, c'est-à-dire en autostop. Oahu a un carton sous le bras, un grand carton. Alors, je pense qu'elle doit acheter ces cartons quelque part. Elle les a pas fait elle-même. Il y a des trous ronds. Oui, des trous ronds. C'est des cartons qui sont fabriqués comme ça. Et puis des trous en longueur, comme de longs cartouches, quoi, en verticaux, pour que les poules respirent. Et l'autre petite poulette, elle était dans un petit carton. La dame nous dit non, je la ferme pas, je la scotche pas, sinon elle va pas pouvoir respirer. Donc j'ai laissé un peu ouvert, et puis j'ai percé des petits trous avec un petit poinçon que j'ai demandé à Oahu de nous tailler, puisque je ne pouvais pas vraiment lâcher le machin. Donc avec son petit couteau de poche, il nous a taillé ce petit couteau pliant de berger, de poche, qu'il a fait lui-même. Oui, c'est sur le modèle d'un greffoir, donc la lame n'est pas dans le bon sens. Mais pour tailler des trucs comme ça va très très bien. Il nous a taillé dans un laurier, peut-être quelque chose comme ça, un poinçon, mais assez gros pour me permettre de faire des trous dans le carton. Sans utiliser la lame de mon couteau, je ne voulais pas risquer de blesser la poulette. Voilà. Donc nous faisons du stop comme ça sur le bord de la route, et puis qui nous prend une apicultrice. Je ne sais pas si elle exposait pas, parce qu'il y avait plein d'apiculteurs qui exposaient à cette foire. Et oui, savon au lait d'ânesse,
miel de miel, miel de miel, et puis fromage, et puis deux, trois conneries, et puis des fringues de crottes. Il y a vraiment de crottes en synthétique, priez pour nous. En tout cas, une apicultrice qui me dit: «Ah non, non, les poules, je les mets pas à l'arrière du fourgon parce que l'odeur est trop forte. Après, bah, ça prend l'odeur.» Bah oui, c'est sûr que la merde de poule et le miel, ça va pas ensemble, donc c'est évident. Donc on s'est calé à côté d'elle dans la cabine. Et puis elle nous a lâchés comme ça un peu au milieu de nulle part, où elle allait chez une copine récupérer de... Je ne sais plus, elle allait récupérer des trucs pour ses abeilles. Et nous faisons du stop là, un petit peu sur cette route, en plein cagnard. Bon, on avait mis les poules à l'ombre d'une poubelle, oui, parce que même au milieu de nulle part, il y avait un petit embranchement comme ça, il y avait une poubelle. Ah, ça tombait bien, ça tombait bien. Et puis on attend un petit moment, et là s'arrête... Eh bien, c'est inattendu, on fait du stop, mais Oao me dit: «Mais c'est pas la peine de tendre le pouce, c'est le facteur.» Ah ben, je lui dis: «Je sais bien, mais une camionnette jaune comme ça peut être quelqu'un qui a racheté une camionnette de facteur.» Bon, puis c'était effectivement le facteur qui nous passe devant comme ça. Mais, mais une deuxième, faut reconnaître, estafette, comme on disait si joliment. Quoiqu'une estafette n'est pas une voiture, hein. L'estafette, c'est le messager. C'est un messager, un messager militaire, donc il part avec un pli coincé dans sa poitrine, un message pour le commandement. Oui, c'est ça, une estafette. Bref, une estafette de la poste s'arrête. S'arrête parce qu'il y a des boîtes aux lettres. On est à un embranchement où il y a un petit peu plus haut une chambre d'hôte, puis des gens qui habitent là-haut. Donc des boîtes aux lettres. Donc la factrice s'arrête. Ben, c'est midi, enfin, c'est samedi. Mais c'est encore l'heure où le courrier se distribue. Bref. Et puis, la factrice, une dame entre deux âges, comme on dit si joliment pour ne pas dire ce qu'on ne veut pas dire, une dame s'arrête. Elle nous dit: «Bah, vous faites quoi? Vous allez où?» On lui dit. Elle me dit: «Bah, ouais, mais moi, bon, bah, c'est derrière.» Et c'est une vraie factrice, hein, les gars. Avec des colis à l'arrière et le courrier à l'avant, quoi. Donc non, on se dit, bah, les facteurs, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas, comme l'autre qui nous est passé devant. On ne fait pas du stop à une voiture de la poste, mais on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. En tout cas, elle distribue son courrier dans les boîtes, et puis elle nous dit: «Bon alors, vous allez où?» Donc on s'approche et on discute. Elle dit: «Oui, oui, bah, moi j'y vais aussi, je peux vous emmener.» On se regarde et on se dit: «Bah ça alors? Mais ouais, j'ai pas le droit de le faire, mais moi je fais ce que je veux.» Ah, on se dit: «Ça alors? Une irréductible gauloise!» Alors bien sûr, elle dit: «Ah par contre, c'est derrière.» Ah bah, il dit: «Évidemment.» «On a des poules.» «Bah oui, mais c'est derrière aussi.» «Bah oui, ça, on s'en doutait madame, on va pas vous pourrir le courrier.» Donc voilà pas qu'on monte avec nos cartons de poules et notre sac à dos, et puis on fait la causette. Bon, moi je me tasse bien derrière, première montée, première arrivée, je me tasse derrière le siège du chauffeur, un petit peu derrière la grille, comme ça on ne me voit pas. Et puis mon comparse, je lui dis: «Bah voilà, te fais pas trop voir, reste-toi un petit peu assis, un petit peu bas comme ça, avec nos poulettes, bon tout va bien.» Et on discute un petit peu, et puis je ne sais plus quoi, peut-être qu'on se présente ou je sais plus quoi. Elle fait Donc on lui dit: «Ah, je crois qu'on lui dit où on l'habite.» Elle fait: «Ah, Prune!» Ah bah ça alors, ça faisait longtemps, parce que mon comparse est un peu connu dans le coin. «Ah, tu es le fils de...» et nanana, voilà, le fils de sa mère et de son père. En l'occurrence de son père et de sa mère, parce que son père était bien implanté dans le coin, les plantes, les préparations, les choses comme ça. Et oui, bah souvent, les mères se dévouent à l'éducation des enfants et à seconder l'activité du mari. Ouais, bah oui, souvent, les femmes ne s'accomplissent pas, quand elles n'ont pas une forte personnalité, bien évidemment. Bref, en tout cas, elle me fait: «Ah, Prune!» Ah bah ça faisait longtemps. Elle me dit: «Ah oui, oui, je vois bien.» Parce qu'elle distribue du courrier qui arrive au nom, parfois juste au prénom de Prune. Bon, c'est amusant, non? Donc c'était tout mignon, elle nous débarque comme ça, au vu et au su de tous, sur le parking, arrivée à destination, enfin c'était absolument... Mais moi je fais ce que je veux. Et ben voilà quelqu'un qui n'a pas peur. Et je dois dire que c'était une leçon. Est-elle déjà proche de l'âge de la retraite? Peut-être qu'elle en approche, mais peut-être pas si près que ça non plus, je ne sais pas.
En tout cas, peut-être qu'elle n'est pas prête à tous les compromis foireux pour garder sa place. Et je dois dire que ça, ça nous a fait du bien.